Bonjour, je suis Pierre Barthélémy, journaliste au Monde. Le Monde est partenaire de la Nuit des sciences et des lettres organisée par l'École normale supérieure. Ce sera le vendredi 3 juin à partir de 18h30. Valérie Masson-Delmotte, bonjour. Bonjour. Alors vous allez intervenir lors de cette Nuit des sciences et des lettres sur la thématique du rôle du scientifique dans la société. Mais peut-être qu'avant qu'on en parle, vous allez vous présenter et nous expliquer quels sont vos thèmes de prédilection. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Alors moi je m'intéresse au fonctionnement du climat, au changement climatique, passé, présent et futur. Et depuis cette année, je suis aussi coprésidente d'un des groupes de travail du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui va préparer un certain nombre de rapports justement à l'interface entre les nouvelles connaissances scientifiques qui se construisent et puis les attentes de la société sur des questions liées au climat et aux politiques publiques par rapport au climat. Alors c'est vrai que naïvement, on a tendance à penser que le rôle principal du scientifique, du chercheur dans la société, c'est justement d'apporter des connaissances, d'élargir les connaissances scientifiques sur le monde et le monde qui nous entoure. Mais en quoi le rôle du scientifique, c'est d'aller plus loin que ça? La première chose, en fait, pour le scientifique, c'est remettre en question, je pense, les idées reçues et l'état des connaissances. Toujours. Ça, c'est la première priorité. Mais si ces connaissances nouvelles, elles restent dans la tour d'ivoire des laboratoires de recherche, on a perdu. On a tout perdu, finalement. Cet effort de production de nouvelles connaissances. Et donc, je pense qu'il y a aussi tout un volet qui est celui du partage de ces connaissances vers le grand public, dans les programmes scolaires, très largement. Soit directement, soit à travers des relais qui peuvent être les journalistes scientifiques par exemple, ou les enseignants. Et puis après, il y a un deuxième volet qui est aussi, il y a la recherche qui est pilotée par la curiosité, mais il y a aussi une recherche qui est pilotée par des questions de société. Et l'articulation entre les deux, c'est quelque chose d'assez délicat. Et donc il y a aussi ce travail qui consiste à être à l'écoute des attentes de la société, de ces questions, pour produire des connaissances que moi j'appelle robustes en fait, qui peuvent être des guides pour prendre des décisions. Et est-ce que le fait que, par exemple, il y a quelques décennies, la figure du chercheur était nettement plus respectée qu'aujourd'hui, la figure de l'expert a été mise en doute dans la société, notamment parce qu'il y a eu le nucléaire, il y a eu les OGM, il y a eu effectivement aussi tout un débat autour du climat. Est-ce que cela vous a incité aussi à descendre, à quitter cette tour d'ivoire et à descendre dans l'arène, dans l'agora? Enfin, ça fait très longtemps qu'on dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc on voit en fait simplement se manifester aussi cette question finalement, pas uniquement de la production de nouvelles techniques, mais aussi de la manière dont elles sont mises en œuvre par rapport aux enjeux de bien-être pour l'ensemble de la société. Et vous dites que l'image des chercheurs, elle est peut-être écornée dans le grand public, mais elle est bien meilleure que celle des politiques, que celle des journalistes, en particulier les enquêtes d'opinion en France, montrent qu'il y a une grande confiance qui reste par rapport aux chercheurs et une attente justement qui soit peut-être plus accessible. Dans l'échange à la fois sur la production de connaissances, mais aussi sur l'usage qui en est fait. Je pense qu'il y a ces deux dimensions-là qui sont importantes et qui dépassent largement le cadre des sciences physiques que moi je peux représenter ici, qui relèvent aussi de la question des sciences humaines et sociales, à mon avis, qui jouent un rôle central dans ce dialogue sur la place des sciences dans la société. Alors, vous nous avez dit il y a quelques instants que vous co-dirigiez un groupe de recherche au GIEC. Comment ça se passe concrètement? Vous avez déjà un peu d'expérience à ce sujet, mais comment ça se passe concrètement justement pour traduire, pour transmettre le savoir des scientifiques? Parce que le GIEC rassemble des milliers et des milliers d'études et ce sont des rapports qui sont gigantesques. Comment est-ce qu'on transmet ça au public? C'est même une difficulté pour nous. Il y a tellement de nouvelles productions en sciences du climat qu'il est impossible pour chaque chercheur de suivre largement, au-delà de son domaine de spécialité, l'évolution de ces nouvelles connaissances. Et donc le GIEC, il ne fait pas de nouvelles recherches, il mobilise des chercheurs qui sont volontaires, bénévoles, en plus de leur charge de recherche et d'enseignement dans leur laboratoire, dans le monde entier, pour produire, sur la base des publications scientifiques, une évaluation critique de l'état des connaissances. Donc c'est une sorte d'instantané, sous forme de rapport très large, typiquement 1500 pages pour faire l'état des lieux, ne serait-ce que pour la partie physique du climat. Et cet état des lieux, il va être refait régulièrement. Et le GIEC a structuré un échange entre la communauté scientifique d'un côté, et puis d'autre part, les représentants des différents pays, pour, par exemple, définir leurs attentes sur les sujets à traiter dans les rapports à venir, et puis en même temps, pour les intégrer au processus de relecture,
Et enfin, la synthèse scientifique, les résumés dits pour décideurs, qui sont une vingtaine de pages de documents qui restent encore trop techniques aujourd'hui, ce sont des textes qui sont approuvés mot par mot dans une séance avec les représentants des différents pays, les auteurs des rapports qui ont le dernier mot sur la base des éléments scientifiques. Et ça, c'est aussi un moyen de faire en sorte que le constat scientifique soit endossé par les représentants des différents pays, quel que soit leur positionnement sur le champ politique, c'est-à-dire sur le champ des négociations sur le climat. C'est pas un exercice qui est simple, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une attente de l'ensemble de la société qui s'exprime par ce canal des représentants des différents pays, encore plus forte qu'avant. Par exemple, on a eu 31 propositions pour produire des rapports spéciaux dans les années à venir. On va en faire 3. On va en faire un sur un réchauffement d'1,5 degré. C'est vraiment le scénario minimum. Les impacts finalement inévitables du réchauffement climatique et l'effort supplémentaire à mener en termes de transition énergétique agroforestière pour ce minimum de réchauffement. C'est un sujet très sensible. On va également en faire un sur la question du changement climatique des océans et des glaces, avec les enjeux par exemple sur les écosystèmes marins, les enjeux liés au niveau des mers et à l'adaptation. Et puis on va en faire un sur des sujets liés à l'usage des terres, la manière dont on fait une gestion durable des sols, les enjeux climat, sécurité alimentaire, flux de gaz à effet de serre avec les surfaces continentales, et c'est pareil, c'est un sujet qui est en fait très délicat à traiter. Et donc ça montre en fait l'importance, côté océan, côté continent, sur le long terme également, des questions liées au fonctionnement du climat, ses impacts, les vulnérabilités, et les solutions qui peuvent être apportées. Alors, il y a quelques mois la COP21 à Paris. C'était un gros rendez-vous entre les chercheurs et les politiques. Comment ça se passe concrètement? Parce que bon, on voit le résultat final, mais comment ça se passe concrètement en coulisses entre vous et justement les responsables politiques? Est-ce qu'il y a des frottements? Est-ce qu'il y a des bagarres? Alors dans le contenu de l'accord de Paris, il fait à de multiples reprises référence aux travaux du GIEC comme une source précise d'informations sur la manière de calculer les rejets de gaz à effet de serre des différents pays, sur la trajectoire à suivre. C'est simple, hein, si on veut limiter l'ampleur du réchauffement climatique, il faut que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent un maximum et diminuent ensuite rapidement. Donc ça, c'est intégré dans le cœur de l'accord de Paris. Et maintenant, on est plutôt dans la phase de mise en œuvre. Donc la COP22 à Marrakech à la fin de cette année devrait apporter des avancées sur la manière de faire ce suivi, c'est-à-dire l'inventaire global des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on est sur une trajectoire maintenant, à horizon 2025-2030, qui permettra ou pas de limiter l'ampleur du réchauffement avec les objectifs de long terme largement en dessous de 2 degrés. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se construire. Donc, par exemple, la semaine dernière, à la réunion de la Convention climat à Bonn, le GIEC, enfin les coprésidents du GIEC, le bureau exécutif, étaient invités à intervenir pour justement mettre sur la table les éléments scientifiques qui pourraient permettre de faire de cet inventaire global quelque chose de transparent, de robuste, pour permettre aux politiques d'avoir un tableau de bord de suivi qui soit le plus juste possible. Alors là, on voit que vous êtes encore dans votre rôle de chercheur, finalement, un peu d'expert. Et il y a aussi des moments où vous êtes obligé d'aller plus loin que ça. Je me souviens qu'il y a quelques années, vous êtes intervenu à la télévision face à Claude Allègre, justement, à un moment où le débat sur le climat était beaucoup plus tendu qu'aujourd'hui, avec pas mal de climato-sceptiques qui prenaient la parole dans les médias. Qu'est-ce qui a justifié justement ce dépassement de votre rôle de chercheur? Qu'est-ce qui a expliqué que vous avez voulu aller dans l'arène? Ben moi, j'ai eu l'impression qu'on utilisait certains scientifiques comme des alibis pour mettre en cause l'état des connaissances. Et j'ai entendu tellement d'énormités qui ont été diffusées dans les médias au très grand public qu'avec de nombreux collègues, on était plus de 600 en fait à signer un appel. On a souhaité demander un débat scientifique approfondi. Et on l'a demandé à nos tutelles, et en particulier l'Académie des sciences, le ministère de la Recherche, les organismes de recherche à l'époque. Et l'idée était vraiment de ne pas biaiser le débat public en donnant un poids disproportionné à des arguments qui semblent être du bon sens, mais qui sont en fait très faux. Donc c'était ça le moteur. C'était, je pense que plus largement, je suis de plus en plus réservée par rapport aux personnes qu'on présente comme des experts dans les médias grand public. Et je suis assez admirative d'un travail qui a été fait par exemple au Royaume-Uni, par l'équivalent de l'Académie des sciences britannique, qui a travaillé avec les médias publics de manière à construire une sorte de culture scientifique commune. Et je pense qu'il y a un vrai déficit en France, d'arriver vraiment à transmettre au très grand public le vrai débat scientifique. Pas les polémiques qui sont parfois une politisation de la science,
avec des gens qui viennent avec un parti pris, je dirais. Mais vraiment arriver à transmettre où sont les termes du débat scientifique, on n'y arrive pas. Et donc j'étais montée en pointe par rapport à un débat avec Claude Allègre, mais j'ai essayé de faire plutôt un travail de fond, et c'est ce que je préfère. Et j'aimerais qu'on puisse avoir davantage d'espace pour que les chercheurs qui produisent des connaissances, qui sont actifs, hommes et femmes, les jeunes chercheurs en particulier, puissent avoir un espace public pour montrer comment se fait la construction de nouvelles connaissances. Dans votre domaine, la climatologie, il y a quand même beaucoup de friction entre le monde politique et la science. On le voit en ce moment aux États-Unis dans la campagne présidentielle américaine avec les propos de Donald Trump. Mais il y a aussi parfois des interventions plus directes du politique dans le monde de la science, comme ça s'est passé au Canada et pendant plusieurs années où les chercheurs n'ont pas pu s'exprimer publiquement sur leurs travaux. Comment est-ce que ça a été vécu dans la communauté scientifique ? Moi, je l'ai vu de plein fouet parce qu'en particulier, les chercheurs canadiens qui travaillaient dans le cadre de l'Agence de géologie nationale sur les carottes de glace ont été mutés, en fait, à d'autres fonctions. On a même failli perdre ce patrimoine de carottes de glace qui avait été foré dans les années précédentes et qui était menacé parce que le gouvernement ne voulait même plus financer la chambre froide qui permettait de les stocker. Ils ont également été interdits d'expression publique. Ils devaient demander en fait un feu vert pour pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, je suis extrêmement inquiète de la situation en Australie. Il y a un rapport, les médias ont rapporté une volonté de censure d'un rapport des Nations Unies pour l'environnement sur le patrimoine mondial de l'humanité, où apparemment le gouvernement australien a demandé que la partie grande barrière de corail très menacée ne soit pas couverte par ce rapport. Et puis il y a également un certain nombre de chercheurs australiens en sciences du climat qui sont actuellement licenciés. Littéralement. Il y a eu la volonté de fermer les recherches, disons, pilotées par la curiosité en sciences du climat, en voulant positionner les recherches australiennes sur le climat plutôt du côté des solutions pour l'adaptation, pour l'atténuation, en ignorant qu'il faut, pour s'adapter à un climat qui change, avoir des outils précis pour évaluer à quel changement il faudra faire face. Et donc je pense que c'est une situation qui s'est déjà produite, qui est également se produit aujourd'hui, et pour laquelle il faut être extrêmement vigilant. Et en particulier, il y a un rôle, je pense, de la communauté scientifique internationale pour s'exprimer collectivement par rapport à une volonté parfois de faire taire la science qui gêne. Oui, donc en parlant de sciences qui gênent, et ce sera la dernière question, on parle beaucoup justement des lanceurs d'alerte, ces chercheurs qui prennent parfois des risques professionnels, mais voire personnels, pour alerter les populations sur certaines questions. Jusqu'où le chercheur doit-il aller pour se faire entendre? Est-ce que s'intégrer dans un mouvement politique, c'est aussi une solution? C'est quoi la limite finalement du rôle du chercheur dans la société? Je pense que ce sera justement l'un des objets du débat qu'on aura à la nuit Sciences et Lettres sur le rôle du chercheur hors de son laboratoire. Et il y a une étude par exemple américaine récente, intéressante, qui montre que les chercheurs qui prennent position publiquement ne nuisent pas à leur crédibilité comme scientifiques. Vraiment une étude assez approfondie faite par des sociologues sur cet aspect-là, mais une étude assez limitée. Et je pense que finalement la question elle est là, c'est-à-dire la seule chose dont on dispose comme chercheur, c'est notre crédibilité, notre légitimité scientifique, c'est aussi ce qu'on a à perdre si on se met en danger en prenant des positions, je dirais, plus tranchées. Merci Valérie Masson-Delmotte. On vous retrouvera le vendredi 3 juin à l'occasion de cette nuit des sciences et des lettres à partir de 18h30 jusqu'au bout de la nuit. Je rappelle qu'à partir de 20h sur lemonde.fr, nous diffuserons une émission qui sera produite en direct de la nuit des sciences et des lettres où on parlera notamment des youtubeurs scientifiques. Merci et à bientôt.